L'Iran n'est plus connu aujourd'hui que par le biais de ses tensions internes et de la dureté de son régime, de son programme nucléaire et des outrances verbales de son président, d'ailleurs bien mal réélu en 2009. Donc, je vous propose de vous montrer quelques cartes et de vous parler un petit peu de l'histoire de ce pays passionnant. L'Iran opère comme une jonction entre monde arabe, monde turc, monde caucasien et monde indien. Ce pays cumule plusieurs originalités. Il a de l'eau et une population importante. Il a donné une grande civilisation et n'a jamais été colonisé. Il a été le premier État de la région à exploiter le pétrole, puis à le nationaliser. Il a été le premier État de la région disposant d'une constitution parlementaire et aujourd'hui, il est le premier État islamique chiite. L'Iran, c'est l'ancienne Perse. Le nom a été changé en 1935 par Reza Shah Pahlavi, le père du dernier souverain du pays. Iran, cela veut dire pays des Aryens. Les Aryens sont des populations d'origine indo-européenne. Aryen en sanskrit, cela veut dire noble, excellent, honorable. Les Aryens venus s'établir sur le plateau iranien formaient des grandes tribus. Et celles qui nous intéressent aujourd'hui s'appellent les Mèdes et les Perses, car ce sont elles qui sont fondatrices de la Perse. C'est depuis la province de Fars que les Perses ont donné naissance à plusieurs grands empires, notamment celui des Achéménides, du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. On oublie souvent que l'Iran des Achéménides est avec la Chine de Qin-Shi et l'Égypte des pharaons, la plus ancienne forme étatique centralisée au monde. Ensuite, des Sassanides du 3e au 7e siècle de notre ère. Puis surviennent les invasions des tribus arabes, apportant avec elles l'islam, la nouvelle religion prêchée par Mahomet, qui écarte progressivement le zoroastrisme, la religion des Perses, fondée par Zarathustra. Puis viennent les Séfévides du 16e au 18e siècle. C'est la dynastie des Séfévides qui va établir le chiisme comme religion officielle en 1502. Ils se déclarent chiites car ils rattachent leur généalogie à Ali, le gendre de Mahomet. Et les chiites, je vous le rappelle, estiment que seuls les membres de la famille de Mahomet peuvent avoir la fonction de guide pour les fidèles. Et aujourd'hui, près de 95% des Iraniens sont musulmans chiites. C'est le seul pays musulman où les chiites sont à ce point majoritaires, et en Irak, ils sont entre 60 et 65% de la population du pays. L'Iran fait 1 600 000 km², soit à peu près 4 fois la superficie de l'Allemagne. La capitale est Téhéran, c'est un pays de près de 70 millions d'habitants, et c'est un pays multiethnique. Un peu plus de la moitié des Iraniens sont persans, ils occupent le centre et l'est du plateau iranien, alors que les minorités sont plutôt en périphérie du pays. On les repère sur la carte, les Azéris, les Kurdes, les Arabes, les Turkmènes, les Baloutches, les Bakhtiars notamment. Et le régime iranien a la particularité d'être à la fois un régime théocratique, c'est-à-dire primauté du gouvernement du jurisconsulte religieux, c'est-à-dire la primauté du guide suprême, et un régime démocratique, puisqu'il y a élection pour élire l'Assemblée consultative islamique et pour désigner le président de la République iranienne. Alors comment marche ce pays ? La croissance annuelle moyenne du PIB tourne autour de 6% en 2007. L'Iran est un pays d'élevage, surtout des ovins, producteur de laine. L'Iran, je vous le rappelle, est un grand exportateur de tapis. C'est aussi un grand pays agricole. La production céréalière est plutôt au nord, dans les provinces caspiennes. Mais l'Iran est surtout un pays d'une richesse exceptionnelle en hydrocarbures. Il détient 11% des réserves mondiales prouvées en pétrole, 16% des réserves en gaz. On voit ici la localisation des gisements de gaz et de pétrole et les raffineries ainsi que les ports pour l'exportation du pétrole brut. Et le pays est doublement dépendant de ces hydrocarbures puisque les exportations de l'Iran représentent environ 50% des recettes du budget de l'État et pourtant le nombre insuffisant de raffineries et le mauvais état de celles qui existent oblige le pays à importer l'essence et les produits raffinés.
Alors justement, regardons l'environnement régional. L'Iran est riverain au nord de la mer Caspienne et au sud du golfe qui porte son nom, le golfe Persique, par lequel il exporte une part de sa production. Et le pays a pour voisins le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Arménie, la Turquie et l'Irak. Et le point commun entre tous ces pays étant que presque chacun d'entre eux est un pays instable. À l'est, en Afghanistan, ce pays est toujours aussi pauvre, toujours aussi instable, et Téhéran se méfie à la fois de la guérilla des talibans et du gouvernement central mis en place à Kaboul par les États-Unis. Fin 2008, on dénombrait en Afghanistan environ 18 000 soldats américains et près de 51 000 soldats des forces internationales pour le contingent de l'ISAF. Et d'ailleurs, le nombre de soldats américains devrait être renforcé en 2009 avec l'arrivée de l'administration démocrate. Au sud-est, le Pakistan, également instable, est écartelé entre les choix de politique extérieure du gouvernement pro-américain et les adhésions de la société pakistanaise, musulmane et anti-américaine. La partie iranienne de la province du Séistan-Baloutchistan est elle aussi très instable. La région, à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan, est le berceau de la plus importante communauté sunnite d'Iran, et comme elle est moins développée que le reste du pays, parce que laissée à l'abandon par le pouvoir, elle se sent opprimée par le gouvernement chiite. Une série d'attentats et d'affrontements ont eu lieu dans la région, et le gouvernement iranien accuse les rebelles baloutches de recevoir de l'aide britannique et américaine. Et enfin, à l'ouest, évidemment, l'Irak. Pour l'Iran, la fin de Saddam Hussein est plutôt une bonne chose. Il ne faut pas oublier que c'est Saddam Hussein qui a attaqué l'Iran en septembre 80. La guerre a duré jusqu'en 1988. Donc le régime de Bagdad cesse d'être menaçant pour l'Iran, mais à la place s'installe une situation instable et un régime favorable aux intérêts américains qui permettra la présence de bases militaires américaines. Plus à l'ouest encore, au Liban, l'Iran demeure actif dans une politique anti-israélienne, en soutenant le mouvement chiite Hezbollah et à l'échelle nationale, en voulant apparaître comme le pays du Moyen-Orient le plus menaçant pour Israël. Donc si on regarde les évolutions géopolitiques régionales, vues du point de vue de Téhéran, le pays est comme entouré par les bases et les facilités américaines, dans le Golfe au sud, en Afghanistan à l'est, en Irak à l'ouest, et dans plusieurs États d'Asie centrale au nord. Et tout cet environnement dessine en fait la politique extérieure de Téhéran et peut expliquer, sans le justifier, le programme nucléaire iranien. La révélation en décembre 2002 de l'existence d'une usine d'enrichissement d'uranium à Natanz, on voit là la photo satellite, est confirmée par les inspections de l'AIEA. Le fait que l'Iran, sur le site de Arak, produise de l'eau lourde, c'est-à-dire de l'eau ordinaire enrichie en isotopes deutérium d'hydrogène, utilisés comme modérateur dans certains réacteurs nucléaires ou bien dans le cycle de fabrication des bombes. La dissimulation des activités d'enrichissement, une attitude ambiguë avec les inspecteurs de l'AIEA, eh bien tout cela a alimenté les soupçons et ouvert une crise majeure autour du programme nucléaire iranien.